En 1960, un ouvrier d'usine allemand a embrassé sa femme pour lui dire au revoir à Buenos Aires. Il n'est jamais rentré chez lui. Son vrai nom n'était pas Ricardo Clément, c'était Adolf Eichmann. Il a organisé les trains de l'Holocauste. À 3000 mètres de là, à Moscou, un agent soviétique a rayé un nom d'une liste. La liste contenait 20 000 noms, tous officiers SS, tous marqués pour la mort. Vous connaissez les agents israéliens attrapant Eichmann, mais voici ce que vous ne savez pas. Les soviétiques le traquaient depuis 15 ans. Ils avaient des dossiers sur chaque homme SS qui avait jamais tenu une arme. Ils les ont suivis des cendres de Berlin aux cachettes dans la jungle au Brésil. Ils ont transformé les survivants de l'Holocauste en chasseurs. Ils ont infiltré le Vatican. Ils ont fait chanter des espions américains. C'est l'histoire que personne ne raconte. L'histoire de la plus longue chasse à l'homme de l'histoire. Le 8 mai 1945. Berlin brûle. Hitler est mort. L'armée rouge contrôle la ville. Mais les soldats soviétiques continuent de trouver des fosses communes. Des centaines d'entre elles. Des milliers de corps dans chacune. Des femmes, des enfants, des villages entiers. Par conséquent, Staline donne un nouvel ordre. Trouvez chaque officier SS. Faites-les payer. Une unité spéciale appelée Smersh prend les choses en main. Le nom signifie mort aux espions. Leur nouvelle mission, traquer les SS, ne pas les arrêter, les traquer. Viktor Abakoumov dirige Smersh. C'est le bourreau de Staline. Il commence à faire des listes. Ils font des raids sur le quartier général nazi. Ils trouvent des dossiers d'adhésion, des photos, des adresses personnelles. Ils interrogent des prisonniers pendant 12 heures d'affilée. Pas de sommeil, pas de nourriture, juste des noms. En juin, ils ont 250 000 noms. Le major Anatoly Novikov trouve une fosse commune à l'extérieur de Minsk. 3000 corps. Il reconnaît la robe de sa sœur. Elle avait 14 ans. Cette nuit-là, il écrit à Moscou. « Chaque nom que nous rayons apporte un soulagement à nos morts. Je ne m'arrêterai pas jusqu'à ce que la liste soit vide. » Les soviétiques ont perdu 27 millions de personnes dans la guerre. C'est une personne toutes les 2 secondes, pendant 4 ans. Des villes entières ont disparu. Dans certains villages, pas un seul homme n'est rentré chez lui. Les Américains veulent reconstruire l'Allemagne. Les Britanniques veulent rentrer chez eux, mais les Soviétiques veulent du sang. Par conséquent, pendant que l'Ouest célèbre la victoire, les chasseurs soviétiques se répandent à travers l'Europe. Ils portent des photos. Ils mémorisent des visages. Ils commencent la chasse. Voici ce qui les rend différents de tous les autres chasseurs de nazis. Ils ne se soucient pas des procès. Ils n'ont pas besoin de preuves. Ils ont juste besoin de noms. Les hommes SS ne sont pas stupides. Ils savent ce qui arrive. Dans les jours suivant la mort d'Hitler, ils commencent à fuir. Ils brûlent leurs uniformes. Ils volent les papiers des morts. Ils se font pousser la barbe. Ils deviennent agriculteurs, mécaniciens, prêtres. Mais ils ont besoin d'aide pour vraiment disparaître. Par conséquent, un évêque catholique nommé Alois Udall crée un réseau d'évasion. Il appelle cela la miséricorde pour les vaincus. Le Vatican lui donne des chambres, de l'argent, des passeports vierges. La route d'évasion fonctionne comme ceci. Les hommes SS atteignent Rome. Udall les cache dans des monastères. Il leur donne des papiers de la Croix-Rouge avec de faux noms. Des navires les emmènent en Argentine. L'Église catholique paie pour tout. Ils appellent à ces routes des lignes de rats, comme des rats fuyant un navire qui coule. L'agent soviétique Pavel Guishin infiltre un camp de la Croix-Rouge en Autriche. Il fait semblant d'être un réfugié. Il regarde les officiers SS obtenir de nouvelles identités. Il mémorise leurs visages, leurs nouveaux noms, où ils vont. Il envoie un message radio à Moscou chaque nuit depuis un émetteur caché dans une grange. Mais voici où cela se complique. Les Américains sont aussi dans ces camps, et ils n'arrêtent pas les hommes SS. Ils les recrutent. Opération Paperclip, c'est ce que les Américains appellent ça. Ils veulent des scientifiques allemands pour leur programme de fusée. Ils veulent des officiers de renseignement SS pour espionner les soviétiques. Plus de 1600 nazis obtiennent la protection américaine. Nouveau nom, nouvelle vie, bon salaire. Franz Stangl dirigeait le camp de la mort de Treblinka. Il a tué 900 000 juifs. Les Américains savent qui il est, mais ils ont besoin de l'expertise en fusée de son ami. Par conséquent, ils laissent Stangl partir librement. Il s'échappe au Brésil. Les Soviétiques sont furieux. Ce sont les mêmes Américains qui étaient des alliés il y a 6 mois. Maintenant, ils protègent des meurtriers de masse. Ivan Serov, chef du renseignement soviétique, envoie un message crypté à tous les agents. L'Ouest a choisi son camp. Il protège les fascistes.
Nous sommes seuls à chercher la justice. Agissez en conséquence. Les gants sont retirés. Les agents soviétiques commencent à kidnapper des hommes SS des zones occidentales. Ils les traînent à travers les frontières la nuit. Personne ne les revoit jamais. Les soviétiques réalisent qu'ils ont besoin d'aide. Ils ne peuvent pas surveiller chaque port, chaque frontière, chaque monastère. Mais il y a des gens qui n'oublieront jamais un visage SS, des gens qui ont vu ces visages tous les jours en enfer. Par conséquent, ils recrutent les survivants. Alexander Petcherski a dirigé le seul soulèvement réussi d'un camp de la mort. À Sobibor, il a aidé 300 juifs à s'échapper. Il a tué 11 gardes SS avec une hache. Maintenant, les soviétiques lui donnent un nouveau travail. Identifier chaque garde qui a survécu. Petcherski ne dort jamais bien. Il voit des visages quand il ferme les yeux. Mais maintenant, ses cauchemars ont un but. Il regarde des milliers de photos. Il se souvient de tout. Le garde qui aimait son chien plus que les enfants juifs. L'officier qui faisait chanter les gens en creusant leur propre tombe. Celui-là, il pointe. Karl Frenzel. Il a fait porter à mon ami sa fille morte pendant 3 heures. Il s'appelle maintenant Carlos Freeman et vit à Sao Paulo. Les soviétiques créent un nouveau système. Ils montrent aux survivants des photos d'hommes SS suspects. Ils enregistrent chaque détail. Les survivants se souviennent. Cicatrices, boiteries, doigts manquants, bégaiement quand en colère, odeur de marque de cigarettes spécifique. Mais certains survivants veulent plus que l'identification. Ils veulent la vengeance. Entrez Nakam. Le mot hébreu signifie vengeance. Des partisans juifs qui ont tout perdu forment ce groupe secret. Leur plan, tuer 6 millions d'Allemands, un pour chaque juif assassiné. Abba Kovner les dirige. Les nazis ont tué toute sa famille. Il obtient du poison d'un chimiste. En avril 1946, son équipe infiltre une boulangerie qui fournit du pain à un camp de prisonniers SS. Il peigne du poison sur 3000 miches. 2000 hommes SS tombent malades. Aucun ne meurt. Le poison n'était pas assez fort. Kovner fuit en Palestine, mais son message est clair. Les survivants ne sont plus seulement des victimes, ils sont aussi des chasseurs. Les soviétiques voient une opportunité. Ils financent secrètement des groupes de survivants. Ils partagent des renseignements. Ils fournissent des armes. Un réseau souterrain se forme de Moscou à Munich à Buenos Aires. Les informations circulent à travers des canaux cachés. Une survivante de l'Holocauste nommée Elena travaille comme secrétaire à Hambourg. Elle semble être une veuve de guerre, mais c'est une agente soviétique. Un jour, elle voit son ancien garde acheter des courses, le même homme qui a tué son bébé. Elle le suit chez lui. Cette nuit-là, des agents soviétiques frappent à sa porte. On ne le revoit jamais. Staline est mort. Le KGB remplace Smerch. La guerre froide gèle l'Europe en deux, mais la chasse continue. Elle devient juste plus compliquée. Le KGB découvre quelque chose d'utile. Les officiers SS font d'excellents agents doubles. Ils vivent déjà des vies fausses. Ils sont terrifiés par l'exposition, parfait pour le chantage. Eduard Rochman a assassiné 35 000 juifs à Riga. Les soviétiques le trouvent en Autriche, travaillant pour le renseignement américain. Ils lui donnent un choix. Travaillez pour nous, ou nous disons à tout le monde qui vous êtes vraiment, y compris les Israéliens. Rochman choisit de vivre. Il devient un agent triple. Il nourrit les Américains de faux renseignements. Il dit aux Soviétiques les opérations de la CIA. Il aide à traquer d'autres officiers SS. Tout pour sauver sa peau. L'Allemagne de l'Est crée la Stasi en 1950. Leur réseau de surveillance devient le plus complet de l'histoire. Un Allemand de l'Est sur 3 espionne ses voisins. Chaque lettre est ouverte, chaque appel téléphonique enregistré, chaque visiteur photographié. Markus Wolf dirige le renseignement étranger de la Stasi. Ses agents infiltrent le gouvernement ouest-allemand. Ils découvrent quelque chose de choquant. Hans Globke, conseiller du chancelier ouest-allemand, a écrit le commentaire juridique pour les lois raciales d'Hitler. Il a aidé à concevoir le cadre juridique de l'Holocauste. Les soviétiques ont transformé cela en or de propagande. Ils ont publié les documents nazis de Globke dans le monde entier. Le message est clair. L'Ouest protège les criminels de guerre. L'Est apporte la justice. Mais la plus grande victoire de propagande vient avec Klaus Barbie, le boucher de Lyon, qui a torturé et tué des milliers de combattants de la résistance française. Il a personnellement assassiné des enfants juifs. Les Américains l'embauchent pour traquer les communistes en Bolivie. Ils le pètent avec l'argent des contribuables. Ils savent exactement qui il est. En 1971, le KGB fuit l'emplacement de Barbie et la protection américaine aux journalistes français. Le scandale explose.
Les Américains sont humiliés. Les Soviétiques marquent une victoire massive sans tirer un seul coup de feu. Par conséquent, la chasse devient plus que la justice. C'est une arme dans la guerre froide. Chaque nazi exposé à l'ouest nuit à la crédibilité américaine. Chaque homme SS capturé à l'est prouve la supériorité communiste. Le vrai défi n'est plus en Europe. Il est à 7000 km en Amérique du Sud. Juan Perón aime les Allemands. Son Argentine accueille 10 000 nazis. Ils obtiennent de nouvelles identités, des emplois gouvernementaux, la protection de la police. Ils construisent des écoles allemandes, des hôpitaux allemands, des quartiers allemands où l'espagnol n'est jamais parlé. Joseph Mengele vit ouvertement à Buenos Aires. Il utilise son vrai nom. Il est répertorié dans l'annuaire téléphonique. L'ange de la mort, qui a expérimenté sur des jumeaux à Auschwitz, pratique à nouveau la médecine. Les Soviétiques ne peuvent pas envahir l'Argentine, mais ils ont des partis communistes dans toute l'Amérique du Sud. Par conséquent, ils transforment les communistes locaux en réseau d'espionnage. Miguel Santos conduit un taxi à Buenos Aires. Il est aussi membre du Parti communiste. Et maintenant, c'est un atout soviétique. Il traverse les quartiers allemands. Il photographie les plaques d'immatriculation. Il enregistre les adresses. Il note les routines. Qui part travailler quand, qui rencontre qui, quels enfants fréquentent quelles écoles. En 1960, Santos repère quelque chose d'intéressant. Un homme fade nommé Ricardo Clément n'a jamais de visiteurs, ne va jamais dans les clubs allemands, ne boit jamais dans les bars allemands, trop prudent pour un immigrant normal. Santos rapporte à son responsable. Le responsable câble Moscou. Moscou vérifie leur dossier. Ricardo Clément correspond à la description d'Adolf Eichmann. Les Soviétiques font face à un choix. Attraper Eichmann eux-mêmes ou laisser les autres savoir. Ils choisissent de fuiter l'information au Mossad. Pourquoi ? Parce qu'un enlèvement israélien en Argentine nuira aux relations américano-argentines. Les Soviétiques gagnent de toute façon, mais toutes les chasses ne se passent de pas bien. Le dictateur du Paraguay Alfredo Stroessner protège activement les nazis. Il leur donne des ranchs, des contrats gouvernementaux, de nouvelles identités chaque fois qu'ils en ont besoin. L'agent soviétique Viktor Kossov infiltre le gouvernement de Stroessner. Il passe 3 ans comme inspecteur forestier. Il cartographie les colonies nazies. Il identifie 67 officiers SS. Il est à 2 jours de l'extraction quand quelqu'un le trahit. Il trouve le corps de Kossov dans une rivière. Ses ongles sont manquants. Son responsable reçoit le rapport final de Kossov écrit à l'encre invisible sur un paquet de cigarettes. Mengele est parti pour le Brésil. Les Soviétiques et les Israéliens coopèrent parfois, rivalisent parfois. Souvent, ils ruinent les opérations les uns des autres. São Paulo. Les agents soviétiques suivent Mengele jusqu'à une pharmacie. Ils sont prêts à l'attraper, mais le Mossad observe aussi. Les 2 équipes se repèrent. Dans la confusion, quelqu'un alerte Mengele. Il disparaît. Les 2 équipes se blâment mutuellement. Mengele meurt en 1979 en nageant sur une plage. Il se noie seul. Pas de justice, pas de procès, juste un vieux nazi mourant d'un accident vasculaire cérébral dans l'eau chaude. Les Soviétiques et les Israéliens l'avaient traqué pendant 34 ans. Aucun ne l'a eu. Les années 1970 apportent les ordinateurs. Tout change. Avant, les Soviétiques gardaient des dossiers papier, des millions d'entre eux. Trouver un nom prenait des semaines. Maintenant, ils numérisent tout. 21 millions de documents. Chaque membre SS, chaque observation, chaque alias, chaque contact. Le temps de recherche passe de semaines à secondes. Ils partagent des données avec des partenaires improbables. Le centre Simon Wiesenthal à Los Angeles, les centres de documentation juive à Paris, même certains officiers de la CIA qui détestent les nazis plus que les communistes. Les résultats sont immédiats. Johann Voss, ancien garde SS à Mauthausen, a vécu tranquillement à Cleveland pendant 25 ans. L'ordinateur lit ses papiers d'immigration à son dossier SS. Il est déporté en Allemagne en 1978, meurt en prison. Gustav Wagner, commandant adjoint de Sobibor, s'est caché au Brésil depuis 1950. L'ordinateur connecte les témoignages de témoins aux photos récentes. La police brésilienne l'arrête en 1980. Il meurt avant le procès. Certains disent un suicide, d'autres disent Mossad. Mais la plus grande percée vient d'une source inattendue. Le mur de Berlin tombe. Soudain, les dossiers de la Stasi sont disponibles. 14 000 sacs poubelles de documents déchiquetés, 600 millions de morceaux de papier, mais aussi des dossiers intacts sur 12 000 officiers SS dont l'Ouest n'a jamais su l'existence.
Karl Linas dirigeait un camp de concentration en Estonie. Il a personnellement tiré sur des juifs dans des fossés. Il vit à Long Island, New York depuis 1951, travaillant comme géomètre, allant à l'église, élevant des petits-enfants. Les dossiers ouverts prouvent tout. Les Américains ne peuvent pas l'ignorer. Ils le déportent vers l'Union soviétique en 1987. Il est le dernier nazi que les soviétiques jugent. Il meurt en prison 2 mois plus tard, insistant sur son innocence. L'Union soviétique s'effondre en 1991. Le KGB devient le FSB. La Russie hérite des dossiers. La chasse se termine officiellement. Vraiment ? 70 ans, 3 générations de chasseurs, 250 000 de noms sur la liste originale. Les soviétiques ont capturé des milliers, exécuté des centaines, transformé des dizaines en agents doubles, exposé l'hypocrisie occidentale, utilisé la chasse aux nazis comme arme de guerre froide. Mais voici la vérité amère. La plupart des hommes SS sont morts libres. Ils sont devenus des grands-pères, des citoyens respectés. Ils allaient à l'église. Ils ont oublié ce qu'ils avaient fait ou ont fait semblant. Dans un sous-sol poussiéreux de Moscou, des classeurs contiennent des dossiers jaunissants. Des noms jamais rayés, des visages jamais trouvés, des crimes jamais punis. Le dernier agent soviétique qui a travaillé sur ces affaires est mort en 2012. Il avait 93 ans. Il a continué à chercher jusqu'à la fin. Aujourd'hui, les historiens estiment que moins de 10 criminels de guerre SS sont encore en vie. Tous de plus de 95 ans, tous au-delà de la justice. Mais leur dossier reste ouvert. Quelque part en Russie, en Israël, en Allemagne, quelqu'un observe toujours, attend toujours. Parce que certaines chasses ne se terminent jamais. Elles passent simplement à la génération suivante. Les chasseurs nous ont appris quelque chose. Les hommes mauvais peuvent courir. Ils peuvent se cacher. Ils peuvent changer leur nom. Ils peuvent tromper les gouvernements. Mais ils ne peuvent pas échapper à la mémoire. Et la mémoire, il s'avère, est le chasseur ultime. Ce qui a commencé comme la vengeance de Staline est devenu la plus longue chasse à l'homme de l'humanité. Elle a survécu à l'Union soviétique. Elle a survécu à la plupart des criminels. Elle a survécu aux chasseurs eux-mêmes. Mais elle n'a jamais survécu aux besoins de justice. Si vous avez apprécié cette histoire, appuyez sur s'abonner pour plus de plongées historiques fascinantes sur la Seconde Guerre mondiale chaque semaine.